Souvent, beaucoup de pays ont des lois qui sont au top, qui sont aux normes internationales, mais dans la pratique, il y a des difficultés au niveau de l'administration. Monsieur Lhachmissière, bonjour. Nous sommes très honorés et très heureux de partager ce dialogue avec vous. Après le premier que nous avons eu, ça fait déjà quelques semaines. Oui, merci beaucoup de m'inviter. C'est pour moi aussi un grand plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Alors, ma première question concernant ce problème-là des investissements en Afrique, pourquoi, notamment étrangers, pourquoi ils ne décollent pas? Et est-ce que vous pensez que les agences de notation et d'évaluation des risques, qui sont occidentales dans leur majorité, le font sciemment et à dessein, ou y a-t-il d'autres raisons, notamment endogènes aux économies africaines, et qui entravent la venue d'investisseurs étrangers? Oui, c'est une question très, très importante parce que quand on parle d'investissement et quand on parle d'agence d'analyse des risques, donc il y a deux types d'investissements et deux types d'agences. Quand on parle des infrastructures, par exemple, c'est un type d'agence qui intervient. Quand on parle d'investissement en général, c'est un autre type. Euh, Par exemple, lorsque un pays veut lever des fonds pour financer de l'infrastructure ou financer ses besoins en tant qu'État, généralement, il s'adresse au marché financier. Et dans ce cadre-là, ce sont les agences qu'on appelle les trois ou les quatre grandes agences qui interviennent parce que ce sont des agences qui notent la dette de ce pays, ce qu'on appelle les CDS, Credit Default Swaps en anglais. Et Mhm. là, on a affaire à des agences comme Standard Poor's, comme Fitch Tipca ou comme Moody's. Ça, ce Oui. sont les grandes agences. Et C'est donc, juste pour cela, pour nos auditeurs, les CDS en français, c'est les assurances contre les risques de faillite ou les risques de défaut de paiement. Voilà, ce sont des exactement. produits financiers d'assurance qui permettent aux créditeurs de se protéger. Exactement. Et donc, ces agences-là interviennent pour permettre à un pays d'aller sur le marché financier et lever des obligations, soit en dollars, soit en euros, etc. Et pour accéder à ce marché donc des, des obligations, ce qu'on appelle les eurobonds ou bien des dollar bonds ou les samurai bonds, etc. Donc, il faut avoir une notation. Et donc, ces agences notent le Mhm. pays et pour pouvoir aller sur ce marché. Et pour pouvoir aller sur ce marché, généralement, il faut avoir une note, ce qu'on appelle une note investment grade, c'est-à-dire à partir de 3B. C'est-à-dire Mhm. on vous prête sur votre simple signature. Vous n'avez pas besoin de donner de collatéral ou de garantie. Donc 3B jusqu'à 3A. 3A, c'est la meilleure notation possible. Et les pays qui ont un 3A se comptent sur les bouts des doigts. Donc il y en a pas beaucoup. Et sinon, à partir de, de moins de 3B, donc on tombe dans ce qu'on appelle les obligations à risque. Et là, il faut donner des garanties, il faut que ce soit d'autres intervenants comme les banques régionales qui peuvent vous garantir ou autre chose pour pouvoir lever des fonds. Et donc, généralement, ces agences notent le pays. Souvent, les notations, on appelle ça des notations sollicitées parce que c'est le pays qui la demande, ou bien des notations non sollicitées. Donc, c'est l'agence qui l'a fait et la propose au gouvernement. Donc, le gouvernement a le choix. S'il est satisfait, il peut la publier. S'il n'est pas satisfait, eh ben, il leur dit ne la publiez pas parce qu'elle est non sollicitée. Mais Et donc, est-ce c'est que, comme ça que, mais est-ce qu'elle est donnée justement aux bailleurs de fonds, hein, cette notation? Est-ce que justement, ben, justement, elle est faite, elle est destinée aux bailleurs de fonds pour pouvoir savoir quelle notation le pays a obtenue et pour pouvoir déterminer le taux d'emprunt, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel il peut emprunter ou les différentes commissions, etc. et les différents arrangements légaux qui peuvent être mis en place pour que le pays puisse emprunter sur la durée et généralement pour pouvoir
donner donc cette notation, généralement ces agences regardent le profil de remboursement de la dette. Est-ce que ce pays-là génère suffisamment de, de revenus pour faire face à ces échéances? Est-ce qu'elle a des revenus en dollars, des revenus en devises étrangères ou des revenus locaux qui peuvent être transformés donc en devises pour pouvoir faire face à ces obligations? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il regarde le profil de la dette, il regarde le profil également des flux pour rembourser la dette éventuelle et il regarde bien sûr euh, les, euh, les capacités du pays en général. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, euh, ce sont ce qu'on appelle les agences d'assurance crédit qui interviennent. Comme par exemple, vous avez la COFAS en France, vous avez le CGD, vous avez SACE en Italie, vous avez CC en Espagne. Et donc, ces agences d'assurance crédit font partie d'une union qu'on appelle l'Union de Berne. L'Union de Berne regroupe donc tous ces assureurs, généralement des pays occidentaux, incluant également la, la, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, etc., qui sont membres. Donc ces pays-là se concertent et s'échangent de l'information sur les différents pays de la planète. Donc si un pays fait défaut ou a des problèmes de paiement, ils sont tous informés. Donc Mhm. si par exemple moi je suis l'agence d'assurance crédit de la Suisse ou bien de la Suède, j'ai un client qui se trouve dans un tel pays qui a fait défaut, et bien tout le monde est informé de ce défaut-là et ajuste leur situation. Et donc, ces agences-là, ils ont des notations pour chaque pays et c'est à partir de cela, lorsque, par exemple, un exportateur ou un investisseur va aller dans un pays, donc il s'adresse à eux et il demande une couverture d'assurance. Et donc, c'est en fonction de la notation qu'ils ont faite de ce pays, soit pour exporter des produits, soit pour exporter des machines, qui est que les pays sont donc classés en catégories. Catégorie A, B, C, D Mhm. en fonction de leur risque. Et c'est le même processus que les premières agences. Donc, ils notent ce pays, ils lui donnent une notation. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, dans les pays, par exemple, en Afrique, par exemple, que les risques sont très élevés. Euh, le problème, c'est que Non, et les comptes, c'est le gouverneur de la Banque de développement africaine donc, qui dit que les risques sont trop exagérés, laissant entendre, et ça, il a déclaré ça lors du sommet d'Abidjan sur l'investissement en Afrique, laissant entendre qu'il y a des velléités politiques derrière ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? euh, écoutez, parce que il faut savoir que les agences d'assurance crédit ou les agences de notation euh, prennent d'autres facteurs que je n'ai pas mentionnés dans ce que j'ai dit auparavant. Mhm. Généralement, on regarde la gouvernance du pays. Est-ce que le pays est bien gouverné? Quand on parle de gouvernance, il y a quatre éléments très importants qui sont pris en considération. Il y a la transparence. Est-ce que ces pays-là sont transparents? Est-ce qu'il y a l'information nécessaire? Et ça, c'est un élément très important pour les bailleurs de fonds, pour les investisseurs, qui est pris en compte. Le deuxième facteur de la bonne gouvernance, c'est ce qu'on appelle le check and balance en anglais, ce qui veut dire la reddition, comment dirais-je, les contre-pouvoirs. C'est-à-dire, dans un pays, il ne faut pas que ce soit une seule partie qui décide sans qu'il y ait de contre-pouvoir. Ça, c'est un élément important. Le troisième élément important, c'est ce qu'on appelle le, la reddition de comptes, c'est-à-dire accountability en anglais, la reddition de comptes, c'est-à-dire que les gestionnaires doivent rendre compte des décisions qu'ils prennent, etc. Un quatrième facteur qui est très important qu'ils regardent, c'est la compétence. Est-ce que les gens qui vont gérer l'argent qu'on va leur confier, sont compétents? Souvent, malheureusement, dans certains pays, donc, les gens qui sont en poste sont au poste parce que ils sont fidèles à tel dirigeant, ils sont
font partie du clan de tel dirigeant, etc. Et ce n'est pas la compétence qui prime. Mhm. Donc ça, ce sont des éléments importants qui sont pris en compte et s'ils ne sont pas satisfaisants, les gens ne viennent pas. Un autre facteur qui est important que tout le monde connaît, c'est que la plupart des pays africains font face à ce qu'on appelle le contrôle d'échange. Quand on a le contrôle d'échange, ça veut dire que la devise ne circule pas librement et qu'il faudrait demander l'autorisation pour transférer ses bénéfices quand on fait des bénéfices. Et ça, des fois, il y a beaucoup d'entraves qui sont mises et souvent le pays n'a pas de ressources en devises étrangères pour pouvoir permettre aux entreprises de transférer. Donc, ça, ce sont des éléments objectifs. Euh, un autre élément qui est très important pour les investisseurs, c'est la bureaucratie. Souvent, beaucoup de pays ont des lois qui sont au top, qui sont aux normes internationales, mais dans la pratique, il y a des difficultés au niveau de l'administration, des obstacles, les gens exploitent les zones grises des lois pour les interpréter à leur avantage, etc., euh, pour pouvoir faire des obstacles, pour pouvoir obtenir comment dire, des avantages de la part de l'investisseur. Donc, ce sont des éléments qui sont pris en considération et donc, je ne pense pas que les agences le font sciemment parce que ce qui les intéresse, c'est augmenter leurs exportations, augmenter les flux d'investissement parce qu'un investisseur va dans un pays, c'est pour pouvoir faire de l'argent tout en développant un projet. Donc, donc voilà, à D'accord. mon avis, les éléments qui rentrent en jeu. La deuxième question, Monsieur Sia, que j'aimerais bien vous poser, c'est les investissements, bien sûr, en plus de le fait d'avoir des fonds, il y a d'autres conditions. Et cela, est-ce que vous pensez que les pays africains disposent des infrastructures nécessaires pour attirer justement des investissements étrangers dans des domaines de l'industrie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, tout ce qui peut assurer la vie? Oui. Effectivement, dans la plupart ou la majorité des pays africains, les opportunités sont extraordinaires. Donc, les rendements sont très élevés. Euh, le problème se trouve au niveau, ce n'est pas au niveau de l'infrastructure, des fois fait défaut, etc. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas le problème majeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont enclavés, qui n'ont pas de port, qui n'ont pas de chemin de fer, de route pour exporter leurs produits ou pour recevoir donc des marchandises. Quand on prend un pays comme la République centrafricaine, par exemple, c'est un pays enclavé. On ne peut pas y aller. Quand on va au Mali, c'est un pays enclavé. Le Tchad est un pays enclavé. Bien que ces pays aient des ressources, que ce soit le Tchad ou le Niger, ils ont des ressources pétrolières, etc. Le problème, donc, c'est de créer les infrastructures pour pouvoir les acheminer. Les investisseurs étrangers sont attirés par un pays lorsque ils voient que les entrepreneurs locaux sont bien traités par leurs autorités. S'ils Mhm. sont bien autorités, ils sont bien traités, donc ils vont y aller. Le deuxième facteur, il faudrait que dans ces pays-là où ils vont, il faut qu'ils trouvent une capacité de sous-traitance. Souvent, les investisseurs étrangers sont de grandes entreprises et ils ont besoin d'inputs qui doivent être fournis localement. Donc, je prends un exemple banal, IKEA qui doit s'implanter dans un pays. Pour s'implanter, il faudrait qu'elle trouve des, des PME locales qui puissent lui fournir des intrants, donc des produits, pour qu'elle puisse les vendre dans ses magasins. Donc ça c'est un exemple banal. Souvent, donc cette infrastructure ou ce réseau de PME n'existe pas. Et donc, il faudrait que les autorités locales euh, créent ces PME qui peuvent venir en soutien aux grands investisseurs étrangers qui puissent venir. Euh, donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet. D'accord. Donc, pour la troisième question, s'il vous plaît. Alors, donc, au-delà de ce que nous venons d'évoquer,
Qu'en est-il des contraintes liées à l'accès au financement? Je parle au sein des pays africains. Les problèmes qui sont liés à la corruption, le crime, les pratiques non concurrentielles, comme le secteur informel, l'instabilité politique, les taxes et réglementations, l'efficience judiciaire et le manque de main-d'œuvre qualifiée pour attirer des entreprises qui peuvent transférer de hautes technologies et à haute valeur capitalistique. Oui. Donc, c'est le problème que j'ai abordé tout à l'heure par le biais de la gouvernance. Donc, Mhm, quand un pays est bien gouverné, il y a la transparence, il y a la reddition de comptes, il y a les contre-pouvoirs, il y a la compétence. Donc, c'est un pays où les investisseurs aiment aller. Donc, quand ces conditions existent, le financement vient aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Si on prend par exemple le financement de projets structurants, euh, supposez par exemple que vous voulez construire un port, vous voulez construire un aéroport, vous voulez construire un pipeline, vous voulez construire, disons, un projet gazier ou pétrolier. L'argent vient lorsque le financement de ce projet rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un financement structuré. Un mhm, financement structuré, ce sont les BOT, par exemple, ce qu'on appelle les BOT, Build, Own and Transfer, c'est-à-dire on construit le projet, on le, on le possède, on l'exploite pendant un certain temps, ensuite on le transfère au pays. Et généralement, pour que ces financements fonctionnent, ce qu'on appelle les BOT, les concessions, il faudrait que, au bout de la ligne, dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait deux éléments importants. Il faudrait qu'il y ait un acheteur étranger qui puisse acheter les produits que ce projet génère et que il puisse payer en devise pour pouvoir rembourser les prêts étrangers. Et de l'autre côté, au bout de la chaîne, enfin, au début de la chaîne, il faut qu'il y ait un intrant important, que ce soit une matière première importante. Par exemple, s'il s'agit d'un pipeline, il faut qu'il y ait une société qui fournisse le gaz ou le pétrole à un prix donné et ce prix, il faut qu'il soit fixé pendant une période donnée et l'output doit sortir à un prix donné pendant une certaine période pour pouvoir fixer les éléments du financement. Et ça, ces financements structurés fonctionnent très bien. Ils sont peut-être un peu lourds parce que le projet nécessite des études, nécessite des, euh, d'étudier les problèmes juridiques inhérents à ce projet, les problèmes fiscaux inhérents à ce projet. Tout est calculé de façon extrêmement précise. Et euh, ces projets-là ne nécessitent pas la garantie de l'État, par exemple. L'État n'a pas besoin de, de donner sa garantie ou bien aller chercher des financements. C'est le projet qui se finance par lui-même. mhm, Donc, ce sont les actifs de ce projet et surtout, le plus important, c'est le contrat d'achat de livraison, ce qu'on appelle le contrat généralement take or pay. C'est-à-dire que l'acheteur étranger doit payer à une échéance donnée le produit. Soit que le produit soit livré ou qu'il ne soit pas livré. S'il y a par exemple un incident ou des problèmes, il est obligé de payer pour pouvoir faire face au remboursement du projet. Donc, ces financements structurés fonctionnent très bien à travers la planète. Et donc, il faudrait que en Afrique, il y ait les conditions de bonne gouvernance pour pouvoir bénéficier de ce type de financement dans lesquels les ressources de l'État ne sont pas utilisées de façon importante. Donc ça, c'est un aspect très important. C'est la même chose pour les concessions. Donner un aéroport ou un port en concession à une entreprise, cette entreprise, elle va payer des royalties à l'État qui mhm. vont permettre de rembourser l'investissement ou elle-même, elle réalise le projet et le gère pendant un certain nombre d'années. Le problème donc que vous avez soulevé, qui se pose dans la réalisation de ce type de projet ou dans d'autres projets, c'est la compétence. Malheureusement, à cause de la mauvaise gouvernance dont je parlais tout à l'heure, la plupart des cadres africains souvent partent à l'étranger. Donc, vous allez les trouver en Angleterre, vous allez les trouver en France, vous allez les trouver au Canada, aux États-Unis, et les pays africains se vident de leur cadre compétent. Et quand un pays n'a pas de cadre compétent, donc les entreprises étrangères ne viennent pas investir parce que
ils n'ont pas la ressource. Déménager, par exemple, un cadre de Londres ou de Paris, ça leur coûte énormément cher. Parce qu'il y a les frais d'expatriation, il faut le payer, il faut lui procurer du logement, enfin, les avantages sont très, très importants. Et les salaires en Europe, aux États-Unis, ne sont pas les mêmes salaires qu'en Afrique. Le niveau de vie est différent. Donc ça, ce sont des facteurs très importants. Ajouter à cela, bien sûr, dans un bon nombre de pays africains, on ne peut pas bouger sans que l'administration ne fait pas des obstacles pour que les gens qui travaillent dans ces rouages-là ne demandent pas des compensations ou ce qu'on appelle la corruption, tout simplement. Ouais. Donc, ils ne vous signent pas un papier pour pouvoir exporter vos bénéfices ou pour pouvoir démarrer le projet ou pour pouvoir faire cela sans que vous le payiez. Et ça, c'est décourageant pour les investisseurs étrangers. Donc, ça, ce sont des freins à l'investissement, bien que les lois soient des lois très ouvertes, très intéressantes, etc. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est ça ce qu'on appelle l'environnement le cadre, comment dirais-je, le climat de l'investissement. Lorsque le climat de l'investissement n'est pas bon, eh ben, ça ne fait pas venir, même si le pays n'est pas endetté. Beaucoup de pays ne sont pas endettés, par exemple, n'ont pas de dette. Donc, c'est un élément qui n'est pas suffisant. Même si le pays n'a pas de dette, ça n'attire pas forcément les investisseurs parce que les éléments dont je parlais sont là et constituent un obstacle. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, et je voudrais que vous nous disiez un mot sur le marché parallèle ou le marché informel qui est pratiquement présent dans tous les pays africains et qui constitue un concert à l'intérieur de l'économie qui draine énormément d'argent hors le circuit officiel contrôlé par les banques ou par la Banque centrale ou par l'État et qui a des règles à lui. Et ne pensez-vous pas que cela peut décourager aussi n'importe quel investisseur qui voudrait venir parce que il n'y a pas de règles de concurrence et de protéger. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au brevet, par exemple? En fait, dans certains pays, le marché informel est tellement important que le marché formel devient de l'exception. Donc, malheureusement, c'est pour ça. Et le marché informel, pourquoi il se développe? Il se développe à cause des contraintes bureaucratiques dont j'ai parlé tout à l'heure, à cause de la fiscalité des fois qui n'est pas appropriée, à cause comment dirais-je, à cause des financements bancaires qu'ils ne peuvent pas obtenir. Donc, il ne faut pas jeter la balle, comment dirais-je, la pierre au secteur informel. Le secteur informel se développe parce qu'il y a carence autre part. Si autre part les choses étaient bien organisées, je ne pense pas que le secteur informel se développe autant. Parce qu'un pays a intérêt à augmenter l'assiette fiscale pour que tout le monde paye l'impôt. Et donc, s'il y a beaucoup d'impôts, on dit l'impôt tue l'impôt, donc les gens vont aller vers des opérations où vont s'organiser autrement pour pouvoir fuir d'impôts, pour pouvoir ne pas donner de facture, pour pouvoir ne pas payer la TVA, etc. Donc, c'est un phénomène qui existe dans beaucoup de pays, surtout dans les pays en voie de développement. Il y a des gens qui ont étudié ce problème de façon très précise. En particulier, il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale du Pérou, je crois, j'ai oublié le nom, j'ai assisté à certaines de ses conférences, qui a fait des études assez intéressantes dans des pays comme l'Égypte, par exemple, où rien que, par exemple, dans dans le domaine de la construction, il y a des gens qui vont construire sur un immeuble qui existe, ils vont construire d'autres étages sans respecter la réglementation, sans respecter aussi parce que le système en place, les organisations ne font pas leur métier de contrôle et autres.
euh, pour pouvoir faire, comment dire, régler ce problème d'informel, il faudrait peut-être voir au niveau de l'État lui-même. Il faut que l'État donne l'exemple. Par exemple, beaucoup d'États vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, il faudrait réduire la voilure. Beaucoup d'États, par exemple, euh, donnent, euh, donnent des, donnent par exemple, lorsque des fonctionnaires partent en formation, sont vraiment des formations de complaisance. Il y a ce qu'on appelle des postes fictifs dans Mhm. l'administration. Des gens qui reçoivent des salaires, il y a des gens qui reçoivent des bonifications, des bonnes d'essence, des voitures. Et ils vont faire des missions sans vraiment des missions de complaisance. Donc tout ça, ce sont des charges très importantes que l'État supporte, alors que ce sont des fonds qui peuvent aller à développer l'infrastructure, à aller euh, mettre en place des, des, des procédures qui allègent le fonctionnement de l'organisation, le fonctionnement de l'administration pour pouvoir permettre au secteur informel de son côté de réduire la voilure. C'est un, effectivement, c'est un, c'est un fléau parce que de l'autre côté aussi, parce que l'État est incapable de créer des emplois pour pouvoir absorber la masse de gens qui sortent de l'université, qui sont des chômeurs, etc. Ils sont obligés d'aller euh, créer des choses dans le secteur informel. Parce que de l'autre côté, sur le plan formel, il n'y a pas des emplois suffisants pour les accueillir. Donc, c'est un tout, c'est pas un problème qui est simple à régler. Et Mhm. mais il faudrait l'attaquer et ne pas le laisser se développer de façon démesurée. Même en Europe, on a vu en Italie, par exemple, le secteur informel représenter jusqu'à 40%, disait-on, de l'économie nationale. L'économie souterraine existe aussi dans beaucoup de pays, mais elle, elle est dans des dimensions plus ou moins contrôlées. Mais dans nos pays en Afrique, malheureusement, c'est c'est un problème assez sérieux auquel il faut faire face. D'accord. Donc, en résumé, pour cette première partie, Monsieur Sillard, le fait de ne pas être endetté, avoir des dettes énormes, n'est pas un facteur, bon, c'est très important, mais ce n'est pas le facteur déterminant qui va inciter les investisseurs étrangers à venir investir en Afrique. Oui. Il n'y a qu'à regarder les pays développés, par exemple. La dette de la France est de 115 ou 120% du PIB. Donc, le service de la dette est énorme. Donc, chaque année, il paye 70 à plus de 70 ou 100 milliards d'euros de service de la dette. Donc, on ne parle pas de remboursement des échéances, mais uniquement le service. Donc, D'accord. euh, donc lorsque le pays a des capacités donc de générer des ressources, de générer des flux financiers, même si la dette est importante, il peut lever des fonds. Donc, D'accord. Monsieur Sillard, je vous salue à nouveau dans cette seconde partie de notre entretien. Et ma première question concerne la construction et la mise en place d'infrastructures. Donc, pour bâtir des infrastructures de base, nécessite des investissements publics colossaux. Et, or, beaucoup de pays africains, notamment ceux qui sont membres de la CEDEAO, ne peuvent tout simplement pas avoir les fonds nécessaires à cause du diktat du franc CFA. Que doivent-ils faire, à votre avis, et par quels moyens pour se libérer de cette contrainte? Écoutez, effectivement, les investissements en infrastructure sont assez importants. Et donc, les les pays concernés peuvent avoir recours donc à des agences multilatérales, comme par exemple comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme la Banque européenne d'investissement, qui interviennent donc dans ces grands projets. Et généralement, quand ces
ces institutions interviennent, c'est qu'elles ont bien étudié le projet et qu'elles peuvent ramener avec elles d'autres investisseurs privés. Des fois, ce sont des fonds qui participent en equity dans le projet, c'est-à-dire participent au capital. Et, et des fois, ils viennent en dette, donc amener de la dette. Et généralement, ces fonds-là n'interviennent que lorsque le projet est bancable. Lorsqu'il s'agit d'une infrastructure qui n'est pas bancable, qui est bonne pour l'économie, pour développer l'infrastructure du pays, c'est un peu plus difficile d'amener ces organismes, à moins que le pays a les moyens de rembourser les prêts. Euh, Effectivement, les pays de la CEDEAO ont quelques difficultés à lever des fonds, et des fois même les organismes régionaux rechignent à leur prêter. Et, et le problème, bien sûr, revient toujours à la question de bonne gouvernance. Lorsque un pays est bien géré, il peut attirer des fonds. L'autre facteur, c'est que effectivement, il y a des interventions extérieures. Les pays de les pays de la CEDEAO ont un lien historique avec la France, par exemple, au niveau du franc CFA, au niveau des dépôts qu'ils doivent faire à la Banque centrale française, etc. Donc ça, ce sont des éléments auxquels les gouvernants doivent étudier et voir comment régler ce problème-là parce que ça constitue probablement l'un des freins importants à leur indépendance financière et aller chercher d'autres fonds. Parce que maintenant, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, parce qu'il y a une révolte un peu internationale à cette hégémonie de l'Occident et principalement des États-Unis. Euh, Peut-être à l'avenir, les choses vont probablement changer avec l'intervention d'autres puissances qui viennent investir en Afrique. On a vu la Chine qui est investie en Afrique, on a vu la Russie qui vient également, l'Inde est également présente dans les pays de l'Afrique de l'Est probablement, et, et d'autres pays qui vont venir investir en Afrique. Les pays occidentaux ne veulent pas, bien sûr, laisser cette dernière frontière à ces pays-là et s'engagent également à investir en Afrique. Donc, il y a une course qu'on est en train de voir se dessiner entre ces différents pays sur le continent africain. D'accord. Donc, l'autre question, elle concerne la situation actuelle. Donc, il est clair que les pays occidentaux, le monde occidental en général, traverse une crise profonde économique et financière, voire sociale et politique. Et pour cause, c'est les dettes abyssales des pays, le dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement, notamment après la crise de Covid-19, la crise énergétique actuellement, comme effet boomerang des sanctions contre la Russie, l'inflation qu'elle génère, et puis les dépenses militaires qui n'arrêtent pas au même moment, et accompagnées de guerres par-ci et par-là. Or, tous ces problèmes ne sont que les symptômes d'une crise ou d'un problème structurel qui découle d'une faille dans le système tel qu'il est fait et qui revient à la question de la base monétaire fractionnaire dans le mode de fonctionnement du système financier monétaire international dominé par les Occidentaux. À votre avis, que peut-on faire justement pour sortir de là alors que dernière semaine, au sommet de Bakou, euh, de, 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 lors du Forum économique eurasien, les participants ont justement poussé vers la création d'un système financier et monétaire alternatif et qui n'est pas les mêmes problèmes du système actuel et qui probablement va donner les moyens aux États de s'épanouir du diktat financier.
En fait, le problème remonte aux accords de Bretton Woods et à la façon dont fonctionne le système, notamment le dollar. Vous savez, le dollar n'est adossé sur disons, aucune garantie. Donc, il n'y a plus le dollar qui est garanti par l'or, etc. Donc, cette dissociation a été faite par Nixon en 72, je crois. Et depuis, donc, les États-Unis En 71. utilisent 71. Donc, c'était les États-Unis depuis utilisent le dollar comme monnaie de référence, comme monnaie de, de comment dirais-je, des transactions internationales, sans qu'il y ait une garantie donc du papier qu'ils émettent. Donc, depuis, c'est la planche à billets aux États-Unis pour financer leur économie, et tout le monde utilise le dollar. Tout le monde dépose ses ressources en dollars aux États-Unis, et c'est ainsi que le monde fonctionne depuis. Et donc, finalement, tout le monde finance l'économie américaine avec les dollars qu'il détient. Et, et donc, maintenant, on assiste à un réveil au niveau international. Beaucoup de pays disent que cette façon de faire ne peut pas continuer. Mhm. Et aujourd'hui, quand on voit également les banques centrales, ce qu'elles ont fait pendant la période Covid et avant, avec ce qu'on appelle le quantitative easing, donc le- le- la planche à billets en quelque sorte, à Mhm. injecter des liquidités dans l'économie assez importantes, à racheter les dettes des entreprises, à racheter les dettes des États à bout de bras. Et donc, ces États-là, ils sont en dette sans fin. Ils sont incapables de rembourser leurs dettes, les États européens aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est un facteur très déstabilisant pour ces économies. Donc une crise de la dette souveraine n'est pas à exclure à, à court moyen terme. Et donc, et cet aspect-là pèse énormément sur les économies de ces pays. Donc, les banques centrales aujourd'hui de ces pays sont confrontées à, à ce dilemme-là. Ces pays-là sont incapables de rembourser, et, et ils ont toujours besoin de plus d'argent. Que faire? Mhm. Et le problème, c'est que depuis un certain temps, avant, les États allaient à la Banque centrale pour emprunter. Maintenant, ce sont les banques qui, qui vont chercher l'argent auprès des banques centrales, ils les prêtent aux États. Et Mhm. donc, pourquoi? Parce qu'on dit que si les banques centrales prêtent aux États, ça veut dire qu'il va y avoir une exagération dans la dette et l'emprunt, etc. Mais cette exagération, on la voit aujourd'hui d'une autre manière avec la monnaie qui est injectée un peu partout dans ces pays-là. Donc, il faut, le système actuel ne peut pas continuer, a besoin donc de, a besoin d'être revu. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui l'émergence de ce que vous avez appelé d'un système alternatif ou d'un système parallèle, comme celui qui a été discuté dans la dernière réunion en Azerbaïdjan. Seulement aujourd'hui, les pays euh, comme la Chine, par exemple, avec le yuan ou avec le rouble ou avec la roupie, ce ne sont pas encore des monnaies de référence. Mhm. Donc, ce ne sont pas des monnaies qui sont utilisées partout. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est un peu dans les transactions commerciales avec leurs partenaires, d'utiliser cette monnaie. Donc, c'est un début. C'est un début. Et comme l'avenir se trouve en Asie, donc dans le développement de ces économies, je sais pas moi, les 2 tiers de la population mondiale se trouve dans cette région. Donc c'est pour ça que on voit aujourd'hui une adhésion, des demandes d'adhésion au BRICS qui est en train de se faire. En plus, donc des 5 pays membres donc de cette organisation. En fait, c'est pas une organisation, mais c'est un acronyme qui a été utilisé par un économiste de Goldman Sachs. Et donc aujourd'hui, on voit l'Iran qui veut rentrer, on voit l'Argentine qui veut rentrer, l'Algérie qui veut rentrer, et donc c'est un phénomène qui va, à mon avis, s'accentuer. Comment Mhm. l'organiser, comment on
a parlé aussi d'un système SWIFT alternatif entre ces pays-là, donc qui est en train de s'organiser. Donc, c'est l'embryon de quelque chose qui, à mon avis, va se développer et va prendre de l'ampleur. Ce qui va accentuer ce phénomène, c'est un peu aussi les sanctions financières prises contre la Russie, le gel des avoirs de la Banque centrale russe, donc va encourager beaucoup de pays à réfléchir où est-ce qu'elles doivent déposer leur argent, les garder en dollars et en euros. Et ça, c'est un phénomène qui va avoir un impact, à mon avis. D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Sia. C'était un Et plaisir et j'espère vous retrouver dans un autre entretien sur un autre sujet. Merci beaucoup. merci à vous, le plaisir a été pour moi. Et, et je salue vos téléspectateurs. Merci.